Je m'appelle Nathalie Beaumont. J'ai 38 ans. Et à 2h17 par un jeudi matin glacial, ma sœur cadette se tenait dans mon entrée, tenant les clés de ma berline de luxe, et me demandait d'avouer un crime qu'elle avait commis. Un phare était brisé. Une éraflure sombre traversait le pare-choc avant et une fine trace rouge courait le long du capot. Il est apparu de nulle part, a-t-elle chuchoté. Je l'ai à peine touché. Puis elle a admis qu'elle s'était enfuie. Avant que je ne puisse répondre, notre mère, Danielle, a poussé la porte, m'a saisi les épaules et a dit simplement à la police que c'est toi qui conduisais. Notre père, Richard, est arrivé quelques instants plus tard. Parlant avec le calme autoritaire qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que quelque chose d'impardonnable paraisse pragmatique. Ta sœur est en campagne électorale, a-t-il dit. Tu n'as rien à perdre. Il croyait toujours que j'étais le mouton noir de la famille. La déception têtue qui s'était détournée de leur plan, avait disparu dans la fonction publique et refusait de s'expliquer. Il n'avait aucune idée que 3 semaines plus tôt, à l'intérieur d'un palais de justice fédérale, j'avais prêté serment de rendre la justice sans crainte, sans faveur et sans influence familiale. Ma sœur a regardé mon modeste appartement, a jeté un coup d'œil à mon vieux sweatshirt et a souri. Qui te croirait de toute façon, a-t-elle demandé. Elle pensait que leur mépris avait effacé tout ce que j'avais construit. Elle ne savait pas que le véhicule avait déjà enregistré la collision, la conversation à l'intérieur de l'habitacle et l'itinéraire qu'elle avait emprunté après avoir laissé un homme blessé dans la rue. Avant le lever du soleil, le mensonge que ma famille voulait que je porte révélerait exactement qui ils étaient. Avant que je ne vous raconte ce qu'ils ont tenté ensuite et ce qui s'est passé quand la vérité est entrée dans la pièce, dites-moi, quelle heure est-il chez vous et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Ma sœur s'appelait Camille Beaumont, et pendant la majeure partie de notre vie, nos parents l'avaient traitée comme un investissement familial. À 33 ans, elle se présentait pour un siège au conseil municipal de Lyon avec une campagne axée sur la responsabilité, des rues plus sûres et un leadership intègre. Son visage apparaissait sur les abribus, les prospectus de quartier et la camionnette de campagne qu'elle avait refusé de conduire ce soir-là parce qu'elle était couverte de logos. Notre mère présidait plusieurs organisations caritatives et présentait Camille comme l'avenir du service public. Notre père avait passé 25 ans à conseiller des candidats politiques et croyait que chaque crise pouvait être contrôlée si le bon récit parvenait au public en premier. Dans leur version de notre famille, Camille était l'avenir. J'étais l'avertissement. Ils disaient à leurs amis que j'avais abandonné la faculté de droit après m'être disputé avec papa. En réalité, j'avais été transférée, j'avais obtenu mon diplôme, j'avais été assistante d'un juge fédéral, j'avais servi comme procureure adjointe et j'avais bâti une carrière qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Chaque fois que j'essayais de mentionner mon travail, papa redirigeait la conversation vers Camille. Finalement, j'ai arrêté d'expliquer. Camille avait emprunté ma voiture parce qu'elle prétendait qu'un photographe la suivait après une réception de bienfaiteur. Elle disait avoir besoin d'un véhicule banalisé pour rentrer chez elle. J'ai accepté parce qu'elle avait déjà utilisé la même excuse et parce qu'une vieille partie de moi répondait toujours quand elle disait « S'il te plaît Nathalie, j'ai besoin de ma sœur ». À 23h40, elle a envoyé un SMS disant qu'elle rendrait la voiture le matin. À 2h17, elle est apparue à ma porte sentant le parfum, la menthe et le vin. « Dis-moi exactement ce qui s'est passé, ai-je dit. Je l'ai déjà fait. Non, tu m'as donné la version que tu veux voir répétée. Son expression effrayée a disparu, remplacée par le visage contrôlé qu'elle utilisait lors des entretiens hostiles. Je conduisais sur le quai Victor au Gagneur. Un homme a surgi sur la route. La chaussée était verglacée et je n'ai pas pu m'arrêter. As-tu appelé les secours? Non. T'es-tu arrêté? Elle a regardé vers nos parents. Camille. J'ai ralenti. Je l'ai vu bouger. Puis tu es parti. Notre mère a serré son sac à main. Cet interrogatoire n'aide pas. Ce n'est pas un interrogatoire. Un homme a été frappé par mon véhicule et elle l'a abandonné. Papa a marché vers la fenêtre et a regardé la rue. La voiture est à ton nom. Cela nous donne une voix simple. Tu dis que c'est toi qui conduisais.
Nous engageons un avocat et nous décrivons cela comme un accident causé par une mauvaise visibilité. Je l'ai fixé du regard. Vous avez déjà préparé une histoire. Je gère des crises depuis des décennies. Ce n'est pas une crise de campagne. Quelqu'un est blessé. Camille a croisé les bras. Tu dramatises toujours tout. Il y a du sang sur ma voiture. Maman s'est approchée. Baisse la voix. Les voisins n'ont pas besoin d'entendre ça. Sa première préoccupation n'était pas la victime, ma liberté ou la sécurité de Camille. C'était d'être entendu par les voisins. Mon téléphone a vibré sur la console. Une notification de sécurité du palais de justice est apparue. Mouvement détecté. Synchronisation de la caméra du véhicule terminée. Ma voiture avait un système de collision d'usine, mais après des menaces liées à une affaire fédérale de crime organisé, la sécurité judiciaire avait ajouté des caméras cryptées et un stockage automatique sur le cloud. Le système s'activait après un impact soudain ou une décélération inhabituelle. Camille n'en savait rien. J'ai retourné mon téléphone face contre terre. Papa a continué comme si ma confession avait déjà été approuvée. La police verra ton immatriculation et ton historique de conflit avec nous. Camille dira qu'elle est venue ici après que tu l'as appelée. Daniel et moi confirmerons que tu étais bouleversé. Vous proposez des déclarations mensongères coordonnées. Nous protégeons la famille. Maman a dit, non, vous décidez quel membre de la famille est jetable. Camille a levé les yeux au ciel. J'ai demandé si elle avait bu. Papa a répondu pour elle. Elle était sous la limite légale. Tu ne peux pas le savoir. Nous connaissons Camille. Il connaissait sa liste de donateurs et son angle de caméra préféré. Il ne savait pas si elle était ivre lorsqu'elle avait laissé un être humain sur la route. Camille s'est approchée. Tu me dois ça. Pourquoi? Pour être partie. Je suis restée ici, j'ai assisté à leur dîner, j'ai souri à leurs amis et j'ai porté cette famille pendant que tu disparaissais. Tu penses que le fait d'être loué était un fardeau que je dois rembourser. Tu as eu la liberté. J'ai eu les attentes. Pendant un instant, j'ai compris son ressentiment. Puis elle a dit, papa a raison, tu n'as aucune réputation publique à protéger. Toute la sympathie que je ressentais a disparu. Si l'homme que tu as frappé était quelqu'un que nous aimions, ai-je demandé, appellerais-tu toujours cela une petite erreur? Personne n'a répondu. À 3h12, papa a déplacé tout le monde dans mon salon et a commencé à attribuer les rôles. Il a dit à maman d'appeler le directeur de campagne de Camille et de prétendre qu'elle avait fait une intoxication alimentaire après la réception. Il a ordonné à Camille d'effacer tous les messages mentionnant ma voiture. Puis il a demandé mon téléphone. Non, nous devons savoir quelles informations circulent déjà. Tu veux dissimuler des preuves. Sa mâchoire s'est crispée. N'utilise pas de langage juridique avec moi. Pendant des années, il s'était moqué de ma carrière gouvernementale comme étant de la paperasse sans importance. Maintenant, il était offensé par des termes légaux qu'il supposait que je n'avais aucune autorité d'utiliser. Camille parcourait les réseaux sociaux. Il n'y a encore rien en ligne. Les comptes de surveillance peuvent prendre du temps, a dit papa. Le premier rapport est ce qui compte. Maman m'a regardé. Dis que tu étais fatigué. Dis que tu as cru heurter une poubelle et que tu as continué. Cela semble crédible. Pour qui? Pour des gens normaux, a répondu Camille. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le message venait de Marc Hérissé, l'officier de sécurité judiciaire assigné à mon tribunal. Alerte de collision automatisée reçue de votre véhicule immatriculé à 1h41. Êtes-vous en sécurité? Marc avait aidé à installer le système après qu'un complice d'un accusé avait photographié ma résidence. J'ai répondu, je suis en sécurité, le véhicule a été emprunté, préservez toutes les images téléchargées, n'y accédez que si vous y êtes autorisé par le protocole ou à la demande des enquêteurs. Sa réponse est arrivée immédiatement. Confirmé. Verrouillage de préservation initié. J'ai gardé le message pour moi. Je voulais savoir jusqu'où ma famille irait quand elle croirait que la vérité ne leur appartenait qu'à eux. Le téléphone de maman a sonné.
Elle est allée dans la cuisine, mais mon appartement était assez petit pour que nous puissions entendre. Non, non, elle est ici avec nous, a-t-elle dit à quelqu'un. Elle a quitté l'événement tôt. Oui, nous en sommes certains. Puis sa voix a changé. Une vidéo. Est-elle claire? Tout le monde s'est arrêté. Elle est revenue, pâle. Un bénévole de campagne a entendu qu'une caméra de sonnette a enregistré une partie de l'accident. L'image est sombre, mais la voiture ressemble à celle de Nathalie. Camille m'a fixé. Tes voisins ont-ils des caméras? La plupart des immeubles en ont. Papa l'a pointé du doigt. Alors Nathalie signale les dommages avant que la police ne la contacte. Une divulgation volontaire l'a fait paraître responsable. La panique de Camille est devenue de la colère. Tu as dit que personne ne m'avait vu. J'ai dit que je n'avais vu personne. Que faisais-tu avant l'impact, ai-je demandé. Rien. Étais-tu sur ton téléphone? Non. Roulais-tu trop vite? Je ne sais pas, étais-tu seule? Oui. Elle avait répondu trop vite. Des années d'interrogatoire de témoins m'avaient appris que la rapidité n'indiquait pas toujours l'honnêteté. Parfois, elle révélait une répétition. Papa a pris une enveloppe et a commencé à écrire une chronologie. Nathalie est partie à 1h15. L'accident s'est produit vers 1h40. Elle a paniqué, est rentrée chez elle et a appelé Camille. Tu as dit précédemment que Camille était venue après avoir entendu parler de l'accident, lui ai-je rappelé. Il a arrêté d'écrire. Maman nous a regardés. Quelle version est la meilleure? Cette question m'a glacée. Ils ne décidaient pas s'ils devaient mentir. Ils éditaient le mensonge. Puis Camille a fait une erreur. Étienne a dit que la rue était vide. La pièce est devenue silencieuse. Qui est Étienne, ai-je demandé. Personne. Tu as dit que tu étais seule. Je me suis trompée. Papa s'est levé. Ce n'est pas pertinent. Cela devient pertinent quand 4 personnes construisent une fausse chronologie. Les yeux de Camille ont brillé. Arrête de faire comme si tu commandais. Je commande ma propre vie et je refuse de la sacrifier pour tes choix. Le téléphone de papa a vibré. Il a lu l'écran. La victime est vivante. Un soulagement a traversé le visage de Camille, mais il a disparu rapidement. Alors cela ne doit pas devenir une affaire majeure. Je l'ai regardé. Un homme a survécu et ta première pensée est que les conséquences pourraient être moindres. Elle m'a lancé un regard noir. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Je comprends parfaitement. Papa s'est interposé entre nous. Nathalie, vas-tu aider ta sœur? Non. Maman s'est couvert la bouche. Camille s'est levée lentement. Alors je dirai à la police que c'est toi qui conduisais. Sa menace était calme parce qu'elle croyait que le calme la rendait convaincante. Tu m'identifierais sciemment comme la conductrice, ai-je demandé. Tu ne peux pas prouver que je mens. En es-tu certaine? Pour la première fois de la nuit, elle a hésité. À 4h28, le directeur de campagne de Camille est arrivé. Il s'appelait Étienne Lacroix. Et au moment où je l'ai vu, j'ai su pourquoi elle avait menti sur le fait d'être seule. Il était élégant, nerveux et marié à la fille de l'un des plus gros donateurs de Camille. Une marque rouge barrait son front et sa main tremblait quand il a retiré ses gants. Que fait-il ici, ai-je demandé. Camille a évité mon regard. Il nous aide à gérer la situation. Étienne a jeté un coup d'œil aux clés. Nous devons contenir cela. Vous étiez dans la voiture. Il a regardé papa. Camille a répété ton affirmation selon laquelle la rue était vide. J'ai dit que cela ne prouvait rien, a-t-elle répliqué. Étienne a pris une inspiration. J'étais sur le siège passager. Camille avait reçu un message menaçant, alors je me suis assuré qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Aviez-vous bu? 2 verres. Et Camille? Il a hésité. Papa a interrompu. Nous ne menons pas d'entretien. Non, vous coordonnez des témoignages. L'expression d'Étienne a changé. Contrairement à ma famille, il comprenait la gravité de cette phrase.
Que faites-vous exactement pour le gouvernement, a-t-il demandé. Camille a ri. Elle écrit des rapports. J'écrivais des rapports, ai-je dit. J'ai aussi présenté des preuves à des grands jurys, interrogé des témoins, négocié des accords de coopération et soutenu des réquisitoires de peine. Maman a froncé les sourcils. Pourquoi dis-tu cela maintenant? Parce que vous me demandez de commettre des crimes tout en supposant que je suis trop insignifiante pour les reconnaître. Papa a fait un geste dédaigneux. Personne ne te demande de commettre un crime. La fausse déclaration, l'obstruction à la justice, l'altération de preuves et les déclarations coordonnées ne sont pas des problèmes de simple immatriculation. Camille a fait un pas vers moi. Tu penses pouvoir me faire la leçon après ce que tu as fait il y a 8 ans. Je savais ce qu'elle voulait dire. Lors de son premier stage politique, elle avait utilisé mon nom sur un contrat de location après avoir endommagé un appartement lors d'une fête. J'avais payé les frais parce qu'elle avait promis que papa ruinerait son avenir s'il apprenait la vérité. Je croyais la protéger. Au lieu de cela, je lui avais appris que mon identité était disponible chaque fois que la sienne devenait encombrante. Tu m'as couverte une fois, a-t-elle dit. Tu peux le refaire. C'était des dommages matériels. Personne n'a été blessé. Tu as menti. Oui. Et c'était mal. Papa a saisi mon aveu. Donc, ta moralité a des limites. Elle a une histoire. Je comprends comment un compromis devient une permission pour le suivant. Le visage de Camille s'est durci. Tu étais heureuse d'aider quand cela te faisait te sentir nécessaire. C'est ce que tu crois. Je crois que tu as plus besoin de nous que nous n'avons besoin de toi. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de vie publique et personne dans cette ville ne connaît ton nom. Papa a des contacts. Maman a la communauté. J'ai des partisans. Si nous disons tous que c'est toi qui conduisais, qui la police croira elle. Étienne l'a regardé. Camille, arrête. Elle m'a désigné. Elle veut se battre. Très bien. Nous disons que Nathalie a pris la voiture après la réception. Elle était bouleversée, peut-être ivre, et elle est devenue instable quand je l'ai affrontée. Ma mère n'a pas rejeté l'idée. Elle a demandé, est-ce que déclarer le vol de la voiture créerait des complications? C'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir des parents effrayés et que j'ai commencé à voir des complices. J'ai marché vers mon bureau. Papa a suivi. Tu n'appelles personne. Il a tendu la main vers mon bras. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'il la baisse, puis j'ai ouvert la porte. Ma robe noire était accrochée derrière elle. Ma commission judiciaire était encadrée sous le sceau de la Cour fédérale. Une photographie me montrait prêtant serment aux côtés du juge en chef. Sur le bureau trônait une plaque gravée, l'honorable Nathalie E. Beaumont, juge magistrat fédéral. Personne n'a parlé. Camille s'est approchée. Qu'est-ce que c'est? Ma commission. Tu es juge. Une juge fédérale. Maman a fixé la photographie. Tu ne nous l'as jamais dit. Je vous ai parlé de mon audience de confirmation. Papa a dit qu'il était occupé à préparer Camille pour un débat. J'ai mentionné ma cérémonie d'investiture. Vous avez répondu avec des photos de ses affiches de campagne. Camille a regardé la robe et moi. Depuis combien de temps? J'ai été nommée il y a 3 mois et j'ai prêté serment il y a 3 semaines. Étienne s'est assis. Papa a récupéré le premier, alors tu comprends la discrétion. Les juges gèrent des situations sensibles. Ma position ne me permet pas d'effacer un crime. Elle te donne de la crédibilité, a-t-il dit. Utilise-la. Vous voulez qu'un juge fédéral soumette un faux rapport. Je veux que ma famille soit protégée. Tu veux l'influence sans la responsabilité. Le choc de Camille est devenu un calcul. Si cela devient public, cela pourrait te nuire aussi. Les gros titres associeront une juge fédérale à un délit de fuite. C'est vrai. Tu pourrais perdre ton travail si je dis que c'est toi qui conduisais. Je ne le perdrai pas pour avoir dit la vérité. J'ai ouvert l'application de sécurité. Une carte affichait l'itinéraire de la voiture, l'heure de l'impact, les données de vitesse, l'état des caméras et la confirmation de préservation.
Le véhicule a enregistré la collision. J'ai précisé que la vidéo extérieure, l'audio intérieur, l'historique GPS, les données de freinage et les images des 2 sièges avant avaient été téléchargées automatiquement. Les fichiers originaux sont verrouillés sur un serveur de sécurité judiciaire. L'assurance de Camille a disparu. Étienne a chuchoté, l'audio intérieur. Oui. Papa m'a fixé. Tu savais ça. Je savais que le système enregistrait un impact. Je ne savais pas ce que les images contenaient. Vous avez parlé librement. Je n'ai forcé personne à inventer une chronologie, à effacer des messages, à me menacer ou à discuter de la manière de me piéger. Maman s'est assise sur le bord de mon bureau. Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai rien fait. Camille conduisait. Étienne était présent. Vous avez tous décidé que ma vie était un bouclier acceptable. La voix de Camille est devenue petite. Que se passe-t-il maintenant? Tu engages un avocat qui te représente. Tu préserves chaque message, tu te rends honnêtement et tu arrêtes de contacter les témoins. Et si je refuse, les preuves existeront toujours. Papa a fait un pas en avant. Tu détruirais ta propre sœur. Non. Je refuse de la laisser détruire quelqu'un d'autre et d'appeler cela de la loyauté. À 8 heures ce matin-là, l'homme blessé avait été identifié comme étant Samuel Olivier, 61 ans, un superviseur de maintenance qui rentrait chez lui à pied après que les routes verglacées eurent annulé son trajet en bus. Il avait une jambe fracturée, des côtes brisées et un traumatisme crânien. Les médecins s'attendaient à ce qu'il survive, mais ne pouvaient pas encore déterminer si le traumatisme causerait des dommages permanents. Pendant que sa famille attendait à l'hôpital, la mienne discutait encore des chiffres de sondage. Cela a mis fin à toute incertitude en moi. Camille a engagé une avocate nommée Maître Rebecca Simon. Rebecca est arrivée peu après 9 heures, a écouté un récit limité et a immédiatement ordonné à tout le monde d'arrêter de parler. Elle a demandé à Camille et Étienne de préserver leur téléphone et a averti mes parents que leur discussion pourrait devenir une preuve si les enquêteurs découvraient une coordination. Papa a objecté. C'était une conversation familiale privée. Les conversations privées deviennent des preuves lorsqu'elles concernent la dissimulation d'un crime, a répondu Rebecca. Camille m'a regardé comme si j'avais personnellement créé la loi. Rebecca a demandé si l'enregistrement avait été visionné. J'ai dit non. Elle a demandé si je le partagerais. J'ai expliqué que les fichiers étaient stockés par la sécurité judiciaire et que j'avais informé les responsables du tribunal. Je suivrai le processus de préservation, demanderai des conseils éthiques et éviterai d'utiliser ma fonction pour influencer l'enquête. Papa paraissait furieux. Tu as transformé cela en une affaire fédérale. Rebecca a répondu avant que je ne le puisse. Votre fille a utilisé le véhicule d'une juge protégée par le gouvernement fédéral, a déclenché un système de sécurité et aurait participé à des plans visant à fournir de fausses informations. La juge Beaumont gère la complication correctement. Entendre mon titre prononcé à haute voix ne m'a apporté aucune satisfaction. Cela n'a fait qu'exposer à quel point ils avaient complètement ignoré ma vie. Nous sommes allés chez mes parents parce que Camille craignait d'être photographiée en entrant dans un cabinet d'avocat. Le couloir affichait ses trophées de débat, des articles de campagne et des récompenses encadrées. Ma photo de remise de diplôme avait disparu des années plus tôt parce que maman disait que le cadre ne correspondait pas à la pièce. 2 inspecteurs sont arrivés à 10h30. Rebecca a expliqué que Camille se rendrait volontairement mais fournirait une déclaration complète sous les conseils de son avocate. Les inspecteurs nous ont séparés. La capitaine Léa Arnaud m'a interrogé dans le bureau de papa. Je me suis identifiée, j'ai révélé ma fonction et j'ai demandé aucune courtoisie professionnelle. J'ai expliqué pourquoi Camille avait emprunté la voiture, quand elle était revenue et ce qu'elle m'avait demandé de faire. J'ai également fourni le contact de la sécurité judiciaire. Saviez-vous qu'elle avait bu, a demandé la capitaine. Non. Pourquoi avait-elle besoin de votre véhicule? Elle a prétendu qu'un photographe suivait sa camionnette de campagne. La capitaine a ouvert un dossier. Un témoin a vu votre voiture près de la réception à minuit 58.
Une autre caméra l'a enregistré roulant à environ 90 km/h dans une zone limitée à 50 avant la collision. Camille m'avait dit que le piéton était apparu soudainement. J'ai gardé ma réponse contrôlée. Je comprends. Puis la capitaine Arnaud a ajouté, votre sœur a contacté la police par téléphone et a suggéré que vous auriez pu prendre le véhicule après la réception. C'était là. Même après avoir vu les données préservées, Camille m'avait placé derrière le volant. Quand a-t-elle fait cette déclaration? Vers 6h15. M'a-t-elle nommée comme conductrice? Elle a dit qu'elle n'était pas certaine mais a suggéré que vous aviez accès au véhicule et que vous étiez peut-être dans un état de détresse émotionnelle. J'étais chez moi, ai-je dit. Les caméras de mon immeuble, les registres d'alarme et le système d'entrée confirmeront cela. Nous sommes en train d'obtenir ces enregistrements, a dit la capitaine. Après l'entretien, j'ai trouvé mes parents dans la salle à manger. Papa a fermé la porte. Tu dois corriger cela. Corriger quoi? La capitaine pense que Camille t'a intentionnellement blâmé. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait peur. Elle était stratégique. Maman a joint les mains. Des journalistes posent des questions. L'équipe de campagne sait que son véhicule n'était pas chez elle cette nuit. Alors elle devrait suspendre la campagne. Papa m'a fixé. Absolument pas. Une candidate qui fait campagne sur la sécurité publique a laissé un homme blessé sur la route et a trompé la police. Prétendument, a-t-il hurlé. J'ai vu ma voiture et j'ai entendu ses aveux. Maman a baissé la voix. Tu es sa sœur avant d'être une juge. Je suis les deux. Être sa sœur ne nécessite pas de malhonnêteté. Papa faisait les 100 pas près de la table. Tu as toujours voulu ça. Tu ne pouvais pas rivaliser avec Camille publiquement. Alors maintenant, tu utilises la loi pour l'humilier. Je ne savais pas que nous étions en compétition. Tu savais ce qu'elle représentait pour cette famille. Oui, elle était votre investissement. J'étais votre police d'assurance. Maman s'est mise à pleurer. Nous pensions que Camille avait besoin de plus de soutien parce qu'elle faisait face à une plus grande pression. Et vous avez supposé que je n'en avais besoin d'aucun parce que j'ai arrêté de demander. Nous pensions que tu dérivais. J'ai terminé parmi les premiers de ma promotion, j'ai travaillé pour un tribunal fédéral, j'ai poursuivi des affaires de corruption et je suis devenu juge. Vous avez interprété chaque réussite que vous avez ignorée comme la preuve que je n'avais rien accompli. L'expression de papa est restée dure. Maintenant tu penses que ce titre te rend meilleur que nous. Non. Il m'a appris que les titres révèlent peu de choses. Ce que les gens font quand la vérité devient coûteuse révèle tout. Camille est entrée les yeux rouges. Rebecca dit que l'enregistrement pourrait me détruire. L'enregistrement montrera ce qui s'est passé. C'est la même chose. Non. Elle a regardé nos parents. Dites-lui. Papa a dit que la victime était vivante. Peut-être qu'un dédommagement peut éviter des dommages publics plus importants. Camille s'est approchée. Je m'excuserai et je paierai ses frais médicaux, mais si cet enregistrement est publié, ma carrière est finie. Tu crois toujours que la preuve est le problème. C'est la seule chose qui prouve que je conduisais. Tu as appelé la police et suggéré que j'étais responsable. J'ai dit que je n'étais pas sûre. Tu étais certaine. J'achetais du temps avec ma liberté. Camille a crié, tu as ton poste de juge. Tu as tout. Et parce que tu as enfin découvert cela, tu penses que je peux me permettre de le perdre. La honte a traversé son visage, mais la honte n'était pas la responsabilité. Que veux-tu, a-t-elle demandé. Dis la vérité sans négocier la part de vérité que ta réputation peut supporter. Les enquêteurs ont visionné l'enregistrement cet après-midi-là avec la sécurité judiciaire. Je n'étais pas présente et je n'ai pas demandé l'accès. 2 heures plus tard, Rebecca a annoncé que Camille fournirait une déclaration rectifiée. Les preuves étaient pires que ce qu'elle avait admis. Les images intérieures la montraient buvant dans une flasque d'argent tout en conduisant. Étienne lui disait à plusieurs reprises de ralentir. Camille lisait des messages de campagne quand la voiture a frappé Samuel Olivier dans un passage pour piétons balisé. Après l'impact, Étienne a hurlé pour qu'elle s'arrête et appelle une ambulance.
Elle s'est garée à un demi-pâté de maison, a regardé par la lunette arrière et a dit « Si je reste, la campagne est finie ». Puis elle a conduit jusqu'à un parking couvert où ils ont examiné les dégâts. Étienne a suggéré d'appeler les services d'urgence anonymement. Camille a refusé et a appelé papa via le système main libre du véhicule. Cette conversation a également été enregistrée. Papa lui a ordonné de ne pas utiliser son téléphone personnel et lui a dit de conduire directement à mon appartement parce que la voiture était à mon nom. Il a dit, Nathalie n'a pas de carrière visible. Nous pouvons contenir les dégâts autour d'elle. Maman a rejoint l'appel et a dit que je coopérerais après qu'il m'aurait rappelé tout ce que la famille avait fait pour moi. Camille a demandé ce qui se passerait si je refusais. Papa a répondu, alors nous ferons passer son refus pour de la culpabilité. Les inspecteurs sont revenus avec des mandats pour plusieurs appareils. Papa a soutenu que l'appel était une communication familiale privée. La capitaine Arnaud l'a informé qu'aucun privilège de ce type n'existait. Maman a exigé que j'intervienne. Tu sais comment fonctionne le système, a-t-elle dit. C'est pour cela que je n'interviendrai pas. Les officiers ont saisi le téléphone de papa, la tablette de maman, l'ordinateur portable de campagne de Camille et le téléphone professionnel d'Étienne. Étienne avait déjà remis son appareil personnel et commençait à négocier une coopération. Quand Camille a appris cela, elle l'a traité de traître. Il t'a dit de t'arrêter, lui ai-je rappelé. Il se protège. Exactement ce que vous attendiez tous de moi pendant que vous me refusiez le droit de me protéger moi-même. Camille a donné son entretien rectifié au commissariat. J'ai attendu dans une pièce séparée en tant que témoin pendant que le conseil d'éthique du tribunal organisait la réattribution temporaire de mes dossiers. Bien que je n'ai commis aucune faute, la transparence exigeait de s'éloigner de toute apparence que ma position puisse influencer les autorités locales. Peu avant 18 heures, la capitaine Arnaud est revenue. Votre sœur a admis qu'elle conduisait, qu'elle avait quitté les lieux et qu'elle avait fait des déclarations trompeuses. Elle prétend que votre père a fait pression sur elle pour vous identifier. Il a élaboré le plan, mais elle a quand même choisi de le suivre. D'accord. J'ai posé des questions sur Samuel. Il a repris connaissance cet après-midi. Le soulagement m'a frappé si fort que je me suis agrippée à la table. Il se souvient du véhicule qui partait. La capitaine a dit que sa famille avait demandé le respect de sa vie privée. Je comprends. Il y a une autre affaire, a-t-elle continué. Votre sœur prétend que vous avez installé les caméras pour la surveiller. C'est faux. La sécurité judiciaire les a installées après une évaluation des menaces. Les dossiers sont antérieurs à son utilisation du véhicule. Nous l'avons confirmé. Même en avouant, Camille essayait de faire paraître les preuves corrompues. Quand nous sommes revenus chez mes parents, des journalistes s'étaient rassemblés de l'autre côté de la rue. L'équipe de campagne de Camille a annoncé qu'elle suspendait sa candidature en raison d'une affaire personnelle grave. L'avocat d'Étienne a confirmé qu'il avait été passager et avait exhorté la conductrice à s'arrêter. L'histoire n'était plus maîtrisable. Camille regardait les camionnettes de télévision à travers les rideaux. C'est fini, a-t-elle chuchoté. Papa a appelé les donateurs. Maman a supprimé des photographies de ses pages caritatives. Aucun n'a mentionné Samuel Olivier. J'ai éteint la télévision. Arrêtez de traiter l'exposition publique comme le pire résultat. Camille m'a lancé un regard noir. Facile pour toi à dire. Tu as caché ta vie jusqu'à ce que tu deviennes intouchable. Je ne suis pas intouchable. Mes dossiers ont été réattribués aujourd'hui parce que tes actions ont créé un problème éthique. Ma conduite sera examinée et mon nom apparaîtra dans chaque article. La différence est que je n'ai pas construit mon identité sur la conviction que les conséquences étaient pour les autres. Papa a mis fin à son appel. Camille a perdu sa campagne. Es-tu satisfaite? Ce n'est pas une vengeance. Ça y ressemble. La vengeance serait d'utiliser ma position pour la punir. Je me suis effacée et j'ai laissé les preuves parler. Tu aurais pu détruire l'enregistrement. La pièce est devenue silencieuse. Papa a réalisé ce qu'il venait d'admettre. Tu me demandes encore pourquoi je n'ai pas commis un autre crime. J'ai dit, les familles se protègent les unes les autres.
Les familles saines protègent les gens du danger. Cette famille a protégé Camille de la responsabilité et a considéré tous les autres comme interchangeables. Maman s'est levée. Ne nous traite pas de criminels. Vous avez discuté de faux témoignages, de suppression de preuves et de la manière de me piéger. Quel mot préférerais-tu? Camille s'est couvert les oreilles. Arrête. Non. Tu voulais que je porte ça. Maintenant tu vas entendre ce que ça pesait. Papa a marché vers moi, puis s'est arrêté quand il a vu les officiers près de l'entrée. Pendant des années, tu m'as dit que je n'avais rien parce que tu n'as jamais regardé. J'ai dit, ce soir, tu as utilisé ce vide imaginaire pour justifier mon sacrifice. Ma carrière compte, mais même si je n'avais pas de titre, pas d'économie et personne qui m'attendait, ma vie ne t'appartiendrait toujours pas. Camille a chuchoté, je suis désolée. Es-tu désolée de l'avoir frappé? Désolée d'être partie. Désolée de m'avoir blâmée. Ou désolée que l'enregistrement existe. Elle n'a pas pu répondre. Camille s'est retirée de la course au conseil municipal le lendemain matin. Le procureur l'a plus tard accusée de délit de fuite avec blessure grave, conduite imprudente, fausse déclaration et délit liés aux preuves. Le processus judiciaire a pris des mois, mais les conséquences ont commencé immédiatement. Les donateurs ont exigé des remboursements. Les groupes communautaires ont annulé les apparitions et les chefs de parti se sont distancés d'elle. Son image publique s'est effondrée non pas à cause d'un accident, mais parce que l'enregistrement a exposé chaque choix qu'elle a fait par la suite. Étienne a conclu un accord de coopération. Il a admis avoir bu mais ne conduisait pas. Les enquêteurs ont confirmé qu'il avait exhorté Camille à s'arrêter, bien qu'il n'ait pas signalé l'incident après son refus. Il a perdu son poste de campagne et a fait face à ses propres conséquences. Contrairement à Camille, il n'a pas continué à me blâmer après l'apparition des preuves. Mon père est devenu l'objet d'une enquête en raison de ses instructions enregistrées et de ses efforts pour coordonner les déclarations. Il avait toujours traité la vérité comme un message qui pouvait être remodelé. Pour la première fois, il a fait face à un système qui ne se souciait pas de sa force de persuasion. Ses anciens clients ont mis fin à leur relation avec lui et son association professionnelle a suspendu son adhésion. Ma mère a démissionné de 2 conseils d'administration caritatifs après que des journalistes eurent rapporté son rôle dans la protection de l'image de Camille. Elle a dit à ses proches que j'avais trahi la famille en permettant qu'une panique privée devienne une preuve publique. Elle n'a jamais dit que Camille avait frappé Samuel. Elle a dit que les images étaient devenues publiques. Elle n'a jamais dit qu'il m'avait demandé d'avouer. Elle a dit que j'avais refusé d'aider. Même alors, elle ne pouvait pas décrire ce qui s'était passé sans blâmer la personne qui avait rejeté le mensonge. Samuel a passé des semaines en rééducation. Par l'intermédiaire de son avocat, j'ai envoyé une lettre privée exprimant mes regrets que mon véhicule ait été impliqué et promettant de respecter la demande de confidentialité de sa famille. Je n'ai pas demandé pardon parce qu'il ne m'appartenait pas de le recevoir. Sa fille a plus tard remercié les témoins et les enquêteurs qui ont préservé la vérité. Elle ne m'a pas mentionné et j'en ai été reconnaissante. Cette histoire n'a jamais été censée célébrer une juge pour avoir accompli ses devoirs éthiques de base. Elle parlait d'un homme dont la vie avait failli être traitée comme ayant moins de valeur qu'une campagne politique. Le tribunal a effectué un examen éthique complet. J'ai divulgué chaque conversation, fourni mes messages avec Marc et je me suis récusé des affaires impliquant des agences liées à l'enquête. Le juge en chef a conclu que j'avais agi correctement, mais m'a rappelé que la confiance du public dépend de l'indépendance visible ainsi que de l'équité réelle. J'ai repris mes fonctions après la fin de l'examen. Lors de mon premier jour de retour, je me tenais seule dans mon cabinet et je pensais à la nuit où Camille était venue à ma porte. Ma famille croyait que ma robe deviendrait une arme. Elle ne l'était pas. La chose la plus puissante que je possédais était la capacité de dire non avant de savoir si quelqu'un se tiendrait à mes côtés. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai confondu l'endurance avec la loyauté. Je croyais qu'être la sœur la plus forte signifiait absorber les insultes, résoudre les crises et ne rien demander. Chaque fois que je protégeais Camille des conséquences, je me disais que je sauvais notre relation. En réalité, j'aidais à créer une relation où son avenir comptait plus que mes limites. Mon silence n'a pas créé la paix.
Il a créé une permission. Camille m'a écrit 3 mois après l'accident. Sa lettre expliquait la pression de la campagne, le contrôle de papa, l'obsession de maman pour les apparences et la peur qui avaient façonné sa vie. Puis elle a admis quelque chose de plus important. Elle avait souri en demandant qui me croirait parce qu'elle voulait que je me sente petite. Elle savait que nos parents avaient ignoré mes réussites et utilisaient leur négligence comme preuve que je n'avais aucune valeur. Quand elle a découvert que j'étais juge, sa première réaction n'a pas été la fierté, mais la colère que j'ai construit une vie au-delà de son influence. Elle a admis avoir confondu l'attention avec l'amour et la protection avec un droit acquis. J'ai lu la lettre 2 fois et je l'ai placée dans un tiroir. Je ne lui ai pas rendu visite et je n'ai pas promis de réconciliation. Le pardon offert trop rapidement peut devenir un autre bouclier contre la responsabilité. Camille avait besoin d'accepter sa responsabilité sans le confort immédiat de la personne qu'elle avait essayé de sacrifier. Mes parents ont envoyé des messages par l'intermédiaire de parents. Maman a dit que la famille avait besoin de guérison. Papa a dit que l'humiliation publique avait assez puni tout le monde. Aucun ne s'est excusé sans ajouter une raison pour laquelle je devrais les excuser. J'ai envoyé une seule réponse. Je ne participerai à aucune guérison qui exige que j'oublie ce qui s'est passé. J'envisagerai un contact après que chacun d'entre vous aura accepté sa responsabilité sans blâmer la peur, la politique, la pression ou moi. D'ici là, ne venez pas chez moi ni au tribunal. Papa a dit que c'était cruel. Maman a dit que c'était froid. J'ai appelé cela une limite. 6 mois plus tard, Camille a accepté un accord de plaidoyer comprenant une incarcération, une mise à l'épreuve, un dédommagement, des travaux d'intérêt général et une restriction de conduite de longue durée. Sa carrière politique s'est terminée. La sentence n'a pas réparé les blessures de Samuel ni restauré notre relation. La justice ramène rarement les gens à la vie qu'ils avaient avant le préjudice. Son but est de montrer que les actions ont un sens et que l'influence n'efface pas la responsabilité. Mon père a évité les accusations les plus graves mais a conclu un accord lié à l'obstruction et aux fausses déclarations. Sa réputation ne s'est jamais rétablie. Ma mère n'a pas été poursuivie pénalement. Pourtant, les organisations qu'elle contrôlait autrefois ne traitent plus son nom comme incontestable. Pour des gens qui valorisaient l'image au-dessus de la vérité, perdre le contrôle du récit est devenu une conséquence qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai vendu la voiture après l'enquête. Certains objets portent des souvenirs longtemps après que les réparations sont terminées. J'ai également déplacé ma commission judiciaire de mon bureau privé vers l'entrée de ma nouvelle maison. Non pas parce que j'avais besoin que les visiteurs soient impressionnés, mais parce que j'avais passé trop d'années à cacher mes réussites pour protéger le confort des autres. La modestie ne devrait jamais exiger l'effacement de soi. La leçon était simple. La loyauté aveugle n'est pas de l'amour. La loyauté sans responsabilité protège des schémas nuisibles, pas les personnes. Quand une famille demande à une personne de renoncer à sa dignité, à sa liberté ou à sa vérité pour qu'une autre puisse échapper aux conséquences, ce n'est pas de l'unité. C'est de l'exploitation déguisée en sacrifice. L'éducation m'a appris la loi, mais l'expérience m'a appris que les limites sont aussi une connaissance. Elles révèlent où finit la compassion et où commence l'autodestruction. L'intégrité ne signifie pas abandonner les gens quand ils échouent. Cela signifie refuser de les aider à transformer l'échec en tromperie. Parfois, la façon la plus responsable d'aimer quelqu'un est de laisser la réalité l'atteindre sans bloquer son chemin. Ma famille croyait que je n'avais rien à perdre. Ils avaient tort. J'avais une carrière, une réputation, un foyer et un avenir. Pourtant, même si je n'avais possédé aucune de ces choses, j'avais toujours quelque chose qu'ils n'avaient aucun droit de prendre. Ma conscience. La dernière erreur de Camille a été de croire que des années de favoritisme la rendaient plus crédible que la sœur que notre famille ignorait. Cette histoire nous rappelle avec force que l'intégrité est le fondement de notre propre identité et qu'elle ne doit jamais être négociée, même au nom des liens du sang. La dynamique familiale présentée ici est un exemple classique de la façon dont le favoritisme et le désir de paraître peuvent corrompre le sens moral d'un groupe entier. Nathalie, en choisissant la vérité plutôt que la loyauté aveugle, ne cherche pas à détruire sa sœur, mais à honorer sa fonction, plus important encore, sa propre humanité.
Elle refuse de devenir une complice silencieuse d'un système où l'influence politique et sociale l'emporterait sur la valeur d'une vie humaine, celle de Samuel Olivier. La leçon fondamentale est que protéger quelqu'un de ses propres erreurs n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de sabotage de sa croissance personnelle. En imposant des limites claires et en laissant la justice suivre son cours, Nathalie se libère enfin de l'ombre de sa sœur et du mépris de ses parents. C'est un rappel que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de la clarté de notre conscience. Et vous, quelle est votre position sur ce dilemme moral ? Pensez-vous que Nathalie a été trop dure envers sa propre famille, ou croyez-vous que sa décision était la seule façon de préserver sa propre intégrité ? Que feriez-vous si un membre de votre famille vous demandait de porter le chapeau pour une erreur